Bonsoir à tous. Bienvenue à cette troisième édition de la gestion de l'énergie des véhicules électriques au bâtiment présentée par RVE. Ça devient une classique mi-annuelle où RVE partage avec un maximum de transparence sa vision de l'état du marché de la recharge en multilogement, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau des différents programmes de subvention, au niveau technologique, au niveau de la normalisation. Donc, très content de vous recevoir aujourd'hui en grand nombre. Quelques défis de la recharge en multilogement qu'on observe encore aujourd'hui. Bien sûr, d'où provient la source d'électricité. Malheureusement, l'électricité n'est pas gratuite. Encore aujourd'hui, il faut payer. Puis d'avoir de la transparence sur qui paye l'électricité, ça reste un gros défi qu'on remarque, que ce soit dans les condominiums ou même les logements. Dans ce qu'on observe, c'est que c'est pas tout le monde qui a les mêmes pratiques de dépenses énergétiques. Dans un même immeuble, on peut avoir des utilisateurs qui consomment 5 fois plus d'énergie que son voisin. Donc, on se rend compte qu'une facturation transparente, c'est quelque chose qui est excessivement important. Est-ce possible d'obtenir la consommation d'un immeuble sans attendre 12 mois? Ça, c'est un des gros défis qu'on observait dans les années. C'est la transparence de l'information, l'accès à l'information de consommation des immeubles construits. Alors que dans le commercial, c'est facile, on prend la facture, on a l'appel de puissance, on est capable de faire un calcul de charge à partir de là, mais dans le multilogement, c'était pas aussi simple. Et à quand le prochain code électrique? Donc, faut être patient au Québec. Hein, ça arrive une fois tous les décennies qu'on a un nouveau code. Puis là, on en entend parler, ça fait quand même un bout de temps. Donc, à quand le prochain code? Qu'est-ce que va contenir le prochain code? Donc, encore beaucoup de points d'interrogation, très peu de réponses en ce moment. Donc, reste que c'est la réalité dans laquelle on opère tous au quotidien pour installer des appareils électriques. On a un cadre du code du bâtiment qui est un petit peu qui date de 7-8 ans là, donc qui a peut-être un peu mal vieilli en ce qui a trait à la recharge des véhicules électriques. On apprécie beaucoup que vous soyez tous ici aujourd'hui. Une bonne façon de vous tenir informés sur ce qu'on développe, sur les articles qu'on publie, souvent qui sont techniques, c'est nous suivre sur les médias sociaux, donc soit sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Instagram. Donc, je vous encourage à nous suivre. Ça va être juste une bonne façon efficace d'avoir accès à l'information plus rapidement. Donc, pour l'ordre du jour, aujourd'hui, on va avoir quelques nouvelles sur RVE. On va parler de la stratégie québécoise de la recharge. On va défaire quelques mythes et erreurs courantes qu'on observe aujourd'hui dans la recharge en multilogement. Quatrième point, la solution RVE et présentation des nouveaux produits à venir. Donc, on veut vous donner un maximum de visibilité sur ce qui s'en vient du côté d'RVE. Lancement et pré-commercialisation, études de capacité par Merbley. Et questions et tours du laboratoire que je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà eu le temps de faire le tour. Quelques nouvelles côté RVE. On a récemment annoncé un investissement de 7 millions de dollars dans l'entreprise par Fonds d'Action, Investissement Québec et Exportation Développement Canada. Donc, pour nous, c'est une très belle occasion d'avoir un gage de confiance d'investisseurs institutionnels qui croient en notre projet et qui voient aussi l'importance de la recharge en multilogement si on veut être capable d'électrifier nos transports dans les 20 prochaines années. On a lancé un service d'études de capacité de Merbley via l'accès aux données réelles d'Hydro-Québec. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé en collaboration avec Hydro-Québec au cours des 3 dernières années. On va vous présenter les fruits de cette initiative ce soir. On a passé le cap des 30 000 unités de recharge vendues en Amérique du Nord. Donc, à chaque jour, RVE permet à 30 000 véhicules électriques de se recharger. C'est pas rien, on est dans toutes les provinces canadiennes et dans plus de 25 États américains. Et on a plus de 15 000 systèmes qui sont installés en multilogement à travers le Canada
Donc, on est une entreprise qui a vraiment comme focus le multilogement en priorité. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de dur labeur de l'équipe et de nos clients, nos partenaires, qu'on était capable de s'implanter dans vraiment un très grand nombre d'immeubles et d'augmenter l'accès à la recharge. Donc, merci à vous tous en même temps d'être ici et de croire en notre mission. Stratégie de la recharge de véhicules électriques 2023-2030. À main levée, qui l'a lu? Je vais la résumer. C'est 1,5 milliard de subventions pour les professionnels de l'électricité afin d'électrifier nos transports. Ça, c'est sur 7 ans. Donc, un travail vraiment important qui a été présenté cet automne et qui a plusieurs axes, mais l'axe numéro 1, c'est la recharge à domicile et l'axe 1.1, c'est la recharge en multilogement. Donc, le gouvernement voit l'importance de l'accès à la recharge à domicile, puis ils en ont fait une mesure cadre là, de cette stratégie-là. Donc, le gouvernement a dédié essentiellement là, 108 millions de dollars entre 2023 et 2028 pour soutenir financièrement la mise à niveau des infrastructures électriques des bâtiments existants afin qu'ils soient prêts à recevoir une borne de recharge. Donc, concrètement, le gouvernement met l'argent où il dit qu'il devrait la mettre, là, puis ils ont vraiment une grande volonté d'aider les gens qui habitent dans les immeubles de copropriété à se mettre à niveau au niveau des infrastructures de recharge. Ils ont aussi annoncé qu'une réglementation sera adoptée dès 2024 pour prévoir l'installation d'infrastructures de recharge dans les nouveaux bâtiments multilogements de 5 logements et plus. Donc ça vient avec l'arrivée du prochain code, mais déjà, c'est public. Dans le prochain code, les infrastructures de recharge vont devoir être prévues là, dès la conception. Fait que on essaie d'arrêter l'hémorragie au niveau des nouvelles constructions. Là, ce ne sera plus une question de si le promoteur est motivé ou si le promoteur croit à l'électrification des transports, mais ça va vraiment venir niveler le terrain de jeu pour tout le monde. Un autre objectif, c'est d'avoir 600 000 places de stationnement électrifiées là, qui sont adaptées pour les véhicules électriques d'ici 2030. C'est de la job en tape. Fait que vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'initiatives gouvernementales qui vont soutenir l'industrie. Puis, je pense un beau créneau pour les professionnels de l'électricité de se spécialiser dans cette niche-là. Là. Je pense que si vous splittez les 600 000 places à la gang ici à ce soir, là, je pense que tout le monde va être bien occupé. Donc, je disais, il y a 108 millions pour les infrastructures, donc un nouveau programme qui devrait être annoncé au printemps. Il y a un 25 millions qui est additionné pour bonifier le programme qui est en place en ce moment, là, qui permet par année financière jusqu'à 50 000 $ de subvention, 50 % des coûts des travaux pour l'installation des bornes de recharge. Donc, les bas de laine sont pleins pour plusieurs années. Si vous voulez avoir accès à l'information ou notre synthèse, vous pouvez vous abonner à nos médias sociaux. Vous y aurez accès. Sinon, toute l'info est sur notre blog. Donc, je vais enchaîner avec la deuxième portion de la présentation, un petit peu plus concrète sur la solution RVE et les produits actuels et en développement. Donc, la façon qu'on l'a résumé ou simplifié là, à sa plus simple expression, c'est une solution complète pour faciliter la recharge à la maison et en multilogement qui est adaptée à chacune des parties prenantes et qui permet de surveiller, contrôler, mesurer et facturer l'énergie. Donc, je le rappelle, RVE s'adresse au marché des unifamiliales et du multilogement. Dans le contexte de maison, on a la ligne DCC avec le DCC 10 et le DCC 12. Donc, une solution simple, facile d'installation, agnostique à la marque de panneau ou à la marque de borne de recharge,
et qui permet d'être conforme au code puis de respecter la capacité électrique d'un panneau jusqu'à 200 ampères et d'une ou plusieurs bornes jusqu'à 60 ampères. Dans le multilogement, donc, dans un premier temps, quand les compteurs sont accessibles, situés là, proche des stationnements, on a la solution DCC9, DCC11, qui est déployée depuis 2016 dans des milliers d'immeubles, qui permet essentiellement de venir contrôler la charge, protéger l'infrastructure du panneau du logement. Par contre, quand on regarde un peu plus, on prend un pas de recul puis on regarde l'infrastructure au niveau de la transformation, l'entrée principale, bien, il reste un certain point d'interrogation sur l'impact des véhicules électriques sur l'infrastructure en amont. Puis présentement, le DCC ne permet pas d'avoir la certitude qu'on va pouvoir brancher tous les véhicules électriques à terme. Donc, c'est de là qu'on introduit le hub de RVE, donc tout premier système de gestion d'énergie des véhicules électriques pour le raccordement des bornes à même les compteurs individuels d'Hydro-Québec, qui vient bonifier l'offre du DCC et essentiellement permettre d'avoir, pour les professionnels de l'électricité, pour les opérants de bâtiments, la visibilité sur la consommation réelle des infrastructures électriques. Donc, que ce soit au niveau d'une entrée électrique monophasée, une entrée électrique triphasée ou des transformateurs monophasés, donc jusqu'à 6 transformateurs monophasés. Donc, un système super flexible qui va permettre dans un premier temps de surveiller la capacité électrique à plusieurs points d'entrée et même de monitorer là, à la fois l'entrée triphasée et les transformateurs monophasés. Donc, ce qu'on cherche à fournir et rendre disponible, qui n'est pas nécessairement facile à avoir, là, c'est quoi la consommation réelle 12 mois des différents points de transformation. Comme dans un immeuble existant, par exemple, on veut designer une infrastructure de recharge, ben, c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a disponible? Ben, le hub va permettre de rendre cette information-là disponible. Donc, on va avoir un écran directement sur le produit qui va permettre localement, en tout temps, d'avoir accès à l'information de la pointe des 12 derniers mois en kilowatts pour être capable de faire des calculs de charge qui sont beaucoup plus précis. Ou si le hub est connecté à Internet, ben, l'information va être disponible à distance via un portail. Donc, essentiellement, on va être capable de déterminer, bon, est-ce qu'on a assez d'énergie pour électrifier 25 50 100 des classes de stationnement, juste en monitorant, puis en étant capable de mettre à jour notre calcul de charge au fil des années quand les véhicules électriques vont s'ajouter. Si toutefois le hub permet de constater que la capacité électrique elle est vraiment limitée et qu'il n'y a pas assez de puissance pour alimenter tous les véhicules, ben, c'est aussi une composante hardware qui va permettre de faire du contrôle des DCC. Donc, dans un deuxième temps, d'aller contrôler jusqu'à 99 DCC en daisy chain pour s'assurer qu'on respecte tous nos points de mesure et qu'on peut effectivement ne pas avoir d'impact sur le calcul de charge. Donc, si on prend par exemple un nouvel immeuble qui est en conception et où là, on ne peut pas attendre d'aller chercher des données de consommation, il faut qu'on conçoive, il faut qu'on prévoie l'infrastructure de recharge, ben, le hub va permettre un allègement important au niveau du calcul de charge en effaçant en fond, toute la portion des véhicules électriques qui sont branchés au logement. Ensuite, le SMP par RVE qu'on a aussi en démonstration en arrière. Donc, le SMP 1.5 qui est la version qu'on promouvoit maintenant, mais on a toujours le SMP1 qui est disponible. La différence principale, c'est que le SMP1 vient avec le panneau de distribution. Le SMP 1.5 vient sans panneau de distribution. Mais au niveau du fonctionnement, il y a beaucoup de similitudes. Donc, problème typique qu'on observe souvent là, dans les immeubles existants, il y a un panneau électrique qui est disponible pour les bornes de recharge. Il permet seulement d'alimenter 4 ou 5 bornes de recharge. Il n'y a pas de solution de facturation.
il y a soit des check meters ou juste un flat rate au niveau du partage d'énergie. Ben, c'est là où la solution SMP vient faire tout son sens. Donc, va permettre de faire une gestion d'énergie pour accorder jusqu'à 4 fois plus de véhicules électriques. Une solution qui est certifiée pour Mesure Canada, donc qui va permettre d'automatiser la recharge en fournissant un rapport de consommation si le panneau est branché à Internet. Rapport de consommation, ça ressemble à quoi? C'est pas du rocket science, c'est essentiellement de fournir l'information au client sur la consommation en kilowattheure pour chacun des points de charge. Donc, vous pouvez voir en rouge, ça, c'est les chargeurs qui sont utilisés pour la recharge des véhicules électriques. Donc, on a des valeurs qui oscillent entre 1016 kWh et 156 kWh. Donc, parce qu'il y a 8 fois plus de consommation pour l'utilisateur numéro 5 que l'utilisateur numéro 12. Donc, ce qu'on vient mettre de l'avant, c'est avoir de la transparence sur la consommation énergétique. Bien, ça permet à l'usager de refacturer exactement la consommation et aussi d'avoir une preuve qui est fiable, qui est certifiée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce soit pour la gestion avec des locataires, s'il faut activer ou désactiver des bornes à distance, bien, tout ça est possible avec le SMP. En jaune, c'est des bornes qui sont connectées, mais pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de véhicule qui recharge. Donc, on a une très petite consommation. Et en vert, ben, c'est des circuits qui ne sont pas présentement alimentés. Même un close-up. Donc, solution SMP, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette, en fait, plus de 4 ans qu'on travaille sur cette solution-là. On a déjà des dizaines de panneaux qui sont déployés un petit peu partout au Québec et très content de pouvoir la rendre disponible à toute l'industrie. Donc, en résumé, le SMP, comment il fonctionne au niveau de l'algorithme. C'est un algorithme qui est local, donc qui est à même l'ordinateur de bord, qui ne nécessite pas de connexion Internet, quoi que ce soit pour fonctionner, et qui vise à favoriser, dans le fond, une recharge qui est équitable, qui va délester en premier l'utilisateur qui est en recharge depuis la plus longue période de temps, de manière à ce que tout le monde puisse avoir à peu près le même temps de recharge au sein d'une soirée ou d'une nuit, puis qu'il n'y ait pas de chicane de copropriétaires. On a, dans le même boîtier, là, on a l'option 12, 15, 18, 21 bornes. Mais c'est toujours le même boîtier qui est modulaire jusqu'à 21 relais, compatible avec toutes les marques de panneaux, toutes les marques de bornes de recharge. Et le SMP peut être installé là, dans un rayon de 50 pieds du panneau de distribution. Donc, quand même assez flexible là, dans des salles électriques souvent très petites. Disponible pour commande dès maintenant. Donc, livraison approximativement 12 semaines, une fois les dessins d'atelier approuvés. En budgétaire, à peu près à 950 $ par circuit. Donc, un SMP12, là, ce serait 950 $ x 12, donc environ 11 400 $. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Marie-Hélène et Marie-Claude pour l'information sur des projets ou des commandes. J'enchaîne avec le hub de RVE. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avez eu l'occasion d'avoir une petite démonstration en arrière. Donc, comme je l'ai présenté précédemment, le rôle du hub, c'est de surveiller l'infrastructure électrique, qu'elle soit monophasée ou triphasée. Va permettre de communiquer avec les DCC génération 4 pour faire la gestion multiniveau. Et on va avoir aussi des services ajoutés via la connexion au cloud. Donc, je donne un exemple. Hydro-Québec qui s'intéresse beaucoup à la gestion de la pointe au niveau des véhicules électriques, notamment en multilogement. Donc, on travaille à s'assurer d'être compatible avec les requis Hydro-Québec pour permettre que le délestage, ben, il ne soit pas juste à l'échelle de l'immeuble, mais aussi à l'échelle du réseau électrique si les gens veulent participer. Au niveau des spécifications, donc, on a un boîtier NEMA 4, des dimensions de 16 pouces par 12 pouces par 6 pouces.
vont permettre de contrôler jusqu'à 99 DCC en daisy chain. Et ce qui arrive si vous avez 150 DCC à contrôler, ça prendrait 2 hubs tout simplement pour votre projet. On va avoir 3 ports BACnet, capacité de contrôler jusqu'à 6 transformateurs monophasés, monitorer une entrée électrique jusqu'à 4000 ampères en triphasé. La connexion Internet, elle est non obligatoire, donc toutes les features de base de sécurité vont fonctionner même si l'unité n'est pas connectée à Internet. Toutefois, pour avoir le soutien d'RVE à distance, connexion Internet va être requise. Pour recevoir des mises à jour concernant le hub, il y a le code QR ici à l'écran ou juste à ma gauche, vous avez des codes QR au bas de l'écran. Essentiellement, puis je vais expliquer un petit peu plus après, là, mais si vous voulez vraiment avoir de l'information spécifique au développement du hub et à sa disponibilité, je vous invite à remplir un petit formulaire juste en scannant le code QR qui est sur ma gauche. Donc, on prévoit produire une quantité limitée de hubs en 2024. Donc, pour l'automne 2024, on s'attend à produire environ 150 unités. Donc, c'est ce qui va être disponible pour les 12 prochains mois. On devrait être en mesure de commencer à prendre des commandes en début d'année 2024. On va cibler des immeubles de 100 unités et moins avec compteurs accessibles, 99 et moins, idéalement. Avec des compteurs accessibles, s'il y a déjà des DCC installés, c'est encore mieux. Ça permet d'apprendre davantage sur la consommation des différents points de lecture, puis d'avoir des cas réels de gestion d'énergie. Donc, on va avoir configuration jusqu'à 6 transformateurs ou un main triphasé jusqu'à 4000 ampères ou un main monophasé jusqu'à 800 ampères. Est-ce que ça se fait plus que 800 ampères en monophasé? Combien? En monophasé? OK. Une maison. C'est bon. Merci. Merci, Denis. En budgétaire, donc, on va avoir un prix de départ à partir d'environ 5 000 Le hub est déjà éligible à la subvention qui est disponible en ce moment pour l'installation de bornes en multilogement. Va inclure des plans d'ingénierie, tout le hardware, les CT. Donc, si vous devez monitorer 6 transformateurs, ça va vous prendre 12 CT, peu importe l'ampérage, ça va être un clé en main. On va aussi fournir une étude de capacité après 12 mois pour la portion de monitoring. Donc, pour vous rendre toute l'information disponible sur les points de mesure des différentes connexions. Garantie d'1 an sur la solution et 3 ans si connecté à Internet. Et bien sûr, aucun frais récurrent pour les fonctionnalités de base. Donc, une fois que le système est acheté, installé, qui est mis en marche, tout va fonctionner localement, puis il n'y aura pas de frais récurrents. En mai dernier, on a eu une super bonne nouvelle. On a M. Fitzgibbon qui est venu annoncer une subvention de 2 millions de dollars dans RVE avec notre partenaire Dimonoff pour faire 2 choses. Donc, développer le hub et notre nouvelle plateforme technologique et aussi compléter un projet qui était déjà en cours avec Mervly pour permettre l'accès aux données d'Hydro-Québec dans le multilogement. Donc, je vais laisser William, notre conseiller en recherche chez Mervly, vous expliquer les fruits de ce projet-là et comment aujourd'hui ça peut avoir un impact concret à très court terme sur la façon de faire des calculs de charges dans les immeubles existants. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle William Méchequet, conseiller en solutions de recharge chez Mervly. Donc, principalement, je me spécialise dans le multirésidentiel existant, principalement avec les copropriétés. Et donc, je m'occupe de faire les étapes préliminaires des projets, soit identifier la solution de recharge, l'aspect politique, légal, budgétaire, subvention, toutes les étapes push que ça ne vous tente pas de faire, en gros.
Donc, vous m'appelez, puis je peux m'occuper de vos projets comme ça et vous lancer la balle lorsqu'ils sont rendus à l'étape des soumissions. Donc, ça vous évite de perdre beaucoup de temps. Donc, sans plus tarder, Murbly offre maintenant un service d'étude de capacité. Donc, c'est le fruit de plusieurs efforts. Ça a pris 3 ans dans l'ombre avec Hydro-Québec afin de permettre à l'industrie d'avoir accès à la recharge. Et donc, ce qui en est découlé, c'est bien un service d'étude de capacité. Donc, en gros, on offre aux immeubles de petite et moyenne taille et d'autres exceptions la possibilité d'avoir un rapport produit d'énergie pour les projets de bornes de recharge. Donc, en gros, ce que David a présenté au niveau du hub, donc les données de consommation réelles là, pour faire des calculs que le hub va pouvoir vous permettre d'avoir, eh bien, on peut l'avoir directement maintenant avec Murbly et en collaboration avec Hydro-Québec. Donc, en gros, le code précise qu'il faut avoir des données énergétiques des 12 derniers mois. Avec Hydro-Québec, on s'est assuré d'avoir les 36 derniers mois pour ajouter un seuil de sécurité supplémentaire dans les études de charge. Donc, en gros, c'est une systématisation comme ça qu'on est capable d'aller chercher. C'est les données de pointe, bien évidemment, de l'entrée principale et des différents transformateurs. Donc, les données nécessaires qui nous intéressent pour l'installation du groupe. Donc, en gros, petit rappel de l'article 8-106, si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, soit les bornes, avec les facteurs de demande permis par ce code à la charge maximale d'utilisation de l'installation existante basée sur les 12 derniers mois. Et donc, par conséquent, nous, on fait les 36 derniers mois. Donc, en gros, c'est quand même assez sécuritaire. Nos calculs sont basés sur des données qui ont été faites par une équipe d'ingénierie auprès d'Hydro-Québec. Nos calculs ont été confirmés et validés par plusieurs ingénieurs et sont en règle avec le code. Petit rappel, bien évidemment, pourquoi faire une étude? C'est assez simple. Connaître le portrait de consommation d'un immeuble, élaborer une stratégie de recharge adaptée à la demande et aux besoins de l'immeuble et bien évidemment, assurer de protéger les infrastructures existantes. Donc, il faut prendre en considération que jusqu'à récemment, tous les calculs faits au niveau des transformateurs se faisaient avec des calculs théoriques. Et au Québec, les calculs théoriques, comme tout le monde le sait, sont très conservateurs, donc ça facilite l'électrification. Mais en gros, on n'avait pas accès à ces données-là avant. Et on faisait des calculs avec des données de consommation réelles sur l'entrée principale. Et donc, on comparait des pommes avec des poires, et donc ça faisait en sorte que les stratégies d'électrification dans les immeubles existants n'étaient pas optimales selon la demande et les besoins de l'immeuble. Donc, en gros, maintenant, on est capable de vraiment faire un portrait global de l'immeuble avec des données de consommation pour toutes les infrastructures. Donc, on en a fait plusieurs depuis avec les projets pilotes et maintenant depuis que c'est accessible. Donc, d'après vous, quel est le pourcentage d'utilisation réel moyen des transformateurs? Là, on parle vraiment des études de capacité réelle, pas théoriques. Les transfos sont utilisés en combien et combien? Pas ceux avec qui j'ai déjà parlé, quand même. 35, vous avez vu l'affiche là-bas. Ouais, donc, en gros, c'est ça. Là, c'est un échantillon de 15 études. On en a fait plus que ça, mais c'est pour vous donner une idée qu'en moyenne, les pourcentages d'utilisation, que ce soit sur l'entrée principale ou sur les transformateurs, tournent autour de 20 à 40 %. Bon, bien évidemment, il y a des exceptions comme le deuxième que vous pouvez voir, là, mais en moyenne, ça tourne autour de ça, contrairement au calcul théorique qui généralement disait entre 85 et 90 % d'utilisation. Donc, ça a un gros impact sur l'arrivée des véhicules, surtout dans un contexte de compteur accessible. Ça, c'est un rapport que vous recevez d'Hydro-Québec si vous faites une demande. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs paperasses administratives et collecte de données terrain à faire. Mais en gros, on doit aller sur le terrain, collecter la donnée des compteurs, faire une demande auprès d'Hydro, paquet de paperasse administrative, création du rapport. Bref, vous me voyez venir. On reçoit ça d'Hydro-Québec, donc un rapport de données de pointe des différents mois. Et vous voyez en haut du rapport, donc, le pic maximum des 3 dernières années sur la composante demandée. Donc, chez Murbly, nous, on s'occupe et on se spécialise de synthétiser l'information électrique pour le commun des mortels. Donc, on essaie de présenter ça de façon très simple au conseil d'administration et propriétaire d'immeubles. Donc,
Le service comprend un rapport avec plusieurs pages, bien évidemment, mais ce qui est important pour les utilisateurs, c'est ce genre de schéma-là. Donc, on peut voir clairement sur cet immeuble-là qu'ils peuvent installer 109 bornes sur l'entrée principale et 25 bornes par transformateur. Pour votre information, c'est des transformateurs qui avaient 22 compteurs. Donc, dans ce contexte-là, tout le monde peut avoir des DCC sans gestion supplémentaire. Donc, c'est pas bon pour notre hub, mais c'est bon pour l'industrie. Donc, en gros, c'est un tour très rapide du nouveau service d'études de capacité. Si vous avez besoin de plus d'informations, que ce soit pour les études ou l'élaboration de stratégies de recharge en multilogement, je vous invite à venir me voir suite à la présentation.